Bonjour et bienvenue, on est donc sur la chaîne de Nicolas Méran et on booste notre énergie avec plusieurs thèmes, un thème par mois et aujourd'hui c'est le thème de la psychothérapie liée à l'énergie. Salut Nicolas! Bonjour Nancy. Alors Nicolas, toi tu as une formation qui est assez large, hein. Raconte-nous d'abord un petit peu tes spécificités et puis on va s'intéresser bien sûr au lien entre psychothérapie et énergie. Eh ben, écoute, moi, j'ai commencé par me former au magnétisme et au Reiki il y a 5 ans, avant le Covid, après avoir passé 25 ans dans l'informatique, et ça m'a amené à créer ma méthode en magnétisme, donc avec le pendule beaucoup, et du coup je me suis après demandé pourquoi il fallait comment faisaient les professionnels de l'énergie pour travailler, quoi, les professionnels, pardon, pas de l'énergie mais de l'émotion, et du coup je suis allé à l'EFPP, donc le faculté de psychologie et de psychanalyse pour me former dans une démarche d'aller en formation psychanalyste. Alors pour l'instant j'ai fait les 2 premières années, donc ce qui me donne en fait j'allais dire un agrément de praticien en psychothérapie. Et puis là je suis dans les 2 années suivantes pour devenir psychanalyste. Ouais, la psychanalyse, c'est bien. Là, on s'intéresse à la psychothérapie puisque tu es psychopraticien, tu es magnétiseur, tu es énergéticien, tu fais de la géobiologie, tu fais également du Reiki, tu es vraiment spécialisé dans l'énergie à part entière. Avant, tu étais coach. Explique-moi un petit peu pourquoi avoir quand même besoin, en étant magnétiseur, de ces bases de psychothérapie. Alors, en fait, j'en ai pas besoin. Par contre, c'est plus mon intérêt voilà, de magnétiseur qui m'a poussé là-dessus et comprendre combien la gestion des émotions est importante dans nos métiers. Et donc, c'est ça qui m'a amené vers la psychothérapie. Ok, mais alors, en quoi travailler la psychothérapie va être complémentaire justement au magnétisme et à tout ce qui a un rapport au pendule et à l'énergie en règle générale? En fait, en magnétisme, on va travailler sur des choses à assez court terme, puisque généralement, 1 ou 2 séances peuvent suffire. Par contre, on a des gens qui ont quand même des traumatismes qui nécessitent un accompagnement par une thérapie de la parole, justement pour chercher les causes profondes de leur mal-être. Et donc là, rien ne vaut la psychothérapie. Quels sont les bienfaits justement de la psychothérapie à ton sens? Alors, la psychothérapie est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'aller en profondeur sur ce qu'on est, et ça va vraiment même modifier notre perception du monde, notre manière de réagir, parce que justement, on va aller aux causes profondes de nos comportements. Donc certains comportements qu'on a sont même, même tous, en fait, tous nos comportements sont issus de notre histoire familiale, notre histoire entre nos parents et nous-mêmes, avec notre fratrie. Et donc, on a des fois des mécanismes qui peuvent nous empêcher de progresser, qui sont hérités de ça. Donc, l'intérêt de la psychothérapie, c'est qu'on va prendre conscience de ça. Généralement, on va aller en psychothérapie parce qu'on a, par exemple, des angoisses ou ce genre de choses, et puis on va être intéressé pour aller de l'avant. Et c'est vrai que la psychothérapie va nous permettre non seulement de régler ces problèmes, mais aussi d'ouvrir des portes qu'on avait fermées à tout jamais. Et donc, quelque part, on va récupérer notre énergie. Alors, un exemple, moi, que j'utilise souvent, c'est comme si quand on arrive dans un grand château, et puis suite à des déceptions ou des choix de vie, on va fermer certaines portes du château. Alors, certains arrivent à rester dans un grand château lorsqu'ils sont, quoi, toute leur vie, et puis d'autres, malheureusement, finissent leur vie dans la petite maison du garde champêtre, toute petite, avec une pièce éclairée à la bougie, parce qu'ils ont fermé toutes les portes. Donc l'intérêt de la psychothérapie, c'est d'aller dans cette maison, de réouvrir les portes qu'on a fermées avec grand soin, en mettant des gros rochers devant chaque porte, en ayant fermé les volets, l'eau, l'électricité, en ayant la ferme intention de jamais y revenir, parce que ces pièces qu'on a laissées à l'abandon, on les a laissées à l'abandon parce qu'elles représentent des choses qui étaient négatives à l'époque pour nous. La psychothérapie va nous permettre de prendre un point de vue d'adulte sur ces problématiques qu'on a rencontrées enfant et de les dépasser. Et donc, évidemment, quand on dépasse ces problèmes, l'avantage, c'est que quelque part, on récupère l'énergie qu'on a mis à bloquer ces endroits où on ne voulait pas aller. Eh bien justement, est-ce que tu peux maintenant faire un lien entre l'importance de travailler et l'énergie, et quelque part l'énergie mentale. Bon, on a fait ces cours ensemble, Nicolas, donc on sait en fait que finalement la base de la santé mentale, c'est d'avoir un certain équilibre, hein, psychique.
Et l'équilibre psychique, c'est libérer un maximum son espace énergétique, on va dire mental. Ça se fait au travers des rêves, des lapsus, ça se fait quand on fait une psychothérapie, ça se fait quand on arrive à trouver des solutions à nos problématiques, et ça va se faire aussi au travers de certaines séances en médecine douce, etc., etc. Mais du coup, peux-tu nous expliquer maintenant l'importance justement de travailler son énergie à tous les niveaux pour avoir un bien-être quelque part plus quotidien, j'ai l'impression. Oui, alors déjà le premier point, tu as raison de le souligner Nancy, c'est qu'on a besoin les uns des autres et aussi de travailler sur nous-mêmes. En tout cas, moi j'avais ce besoin-là. Je pense que les gens qui sont un petit peu intéressés euh, pour évoluer le font et on a besoin les uns des autres. C'est-à-dire que même moi, par exemple, ce matin, je suis allé consulter quelqu'un pour travailler sur mon énergie. Alors l'intérêt du magnétisme, on l'a vu, c'est quelque chose de très bref et de très rapide. La psychothérapie permet d'aller beaucoup plus en profondeur. Par contre, c'est vrai que la psychothérapie a besoin de techniques complémentaires parce que quelque chose que les gens savent peu, mais qui est vraiment extrêmement important, c'est que la psychothérapie va faire bouger énormément notre énergie mentale. Et donc, la libido chère à Freud, et donc il est absolument indispensable de se rééquilibrer entre chaque séance de psychothérapie. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental que moi j'ai découvert et que j'ai vécu. Donc si vous suivez une psychothérapie, déjà, premier point, bah, prenez le temps d'aller voir un énergéticien, un magnétiseur, ou de faire du yoga, ou de vous promener dans la forêt. C'est quelque chose de vraiment fondamental, selon moi, pour ne pas empiler les déséquilibres. Ces déséquilibres, par contre, sont nécessaires. C'est comme la marche ou le vélo. Voilà, on peut très bien avancer en équilibre malgré on va dire, cette précarité et on avance bien et on avance vite. Voilà. Et donc, pour revenir sur ta question, c'est vrai que le magnétisme va être un peu différent de la psychothérapie, mais quelque part, on va être dans une même démarche, c'est-à-dire qu'on va être, c'est un autre moyen d'accéder à l'inconscient entre les personnes, c'est-à-dire entre le psychopraticien et son client, le psychanalyste et son client. Voilà, c'est aussi une manière de se connecter à l'inconscient collectif, donc comme les rêves, les lapsus, les actes manqués. Voilà, c'est un procédé à part entière. Et du coup, par rapport à la psychothérapie, c'est vrai que moi j'ai relevé aussi que quand je fais des séances de psychothérapie, ça fatigue un peu en fait. Euh, mais est-ce qu'on peut pas vivre sans psychothérapie au final? Alors oui, tu as beaucoup de gens qui ne se posent aucune question et quelque part qui en sont très heureux. Maintenant, quand on regarde les gens qui sont un petit peu à la tête de nos sociétés, alors je dis à la tête, ça ne veut pas dire forcément les gens qui dirigent les grosses entreprises ou le monde, mais les gens, j'allais dire, qui sont pleinement eux-mêmes, c'est des gens qui travaillent sur eux. Alors, ou qui l'ont fait, ou qui le font de manière peut-être inconsciente, mais généralement, c'est des gens qui cultivent cette bonne énergie. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Et donc, j'allais dire, quand on a un peu ambition, quand on a un peu d'ambition, la psychothérapie est un bon moyen pour nous aider justement à gérer, par exemple, une forte angoisse sur des réunions professionnelles, euh, gérer un manque d'idées ou des moments où on est un petit peu instable. La psychothérapie, c'est aussi la possibilité d'avoir un meilleur ami à tout moment qu'on paye et qui est là pour écouter et nous aider à avancer. Donc c'est un petit peu dommage de s'en priver parce que finalement les coûts sont pas forcément très importants et c'est vraiment une manière d'avancer, d'être plus en confiance, d'être plus en adéquation avec soi-même, d'être plus aligné quelque part. Alors on peut inverser les choses, c'est-à-dire qu'après tu peux te dire tiens mais est-ce que les gens qui sont en haut de l'affiche font de la psychothérapie? Alors oui, beaucoup en font. Alors ils peuvent faire aussi d'autres choses, du coaching, de la PNL, de l'hypnose. Mais tous ces gens qui sont en haut, en haut des sphères sociales, voilà, ils travaillent sur eux. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que ceux qui font rien, mais après, il faut un peu voir la place qu'on veut dans la société. Donc si on veut, euh, j'allais dire, évoluer, avancer, il n'y a pas de meilleur investissement que d'investir sur soi quelque part. Et effectivement, la psychothérapie est un bon moyen d'avancer. La psychothérapie, c'est aussi devenir meilleur ami avec soi-même dans ses parts d'ombre et de lumière. Bien Euh, sûr.
Ouais, et donc c'est un petit peu plus difficile pour les personnes notamment qui ont des psychoses, hein, comme la schizophrénie, la paranoïa, la bipolarité. Toi, en tant que magnétiseur, tu traites parfois aussi des problématiques de personnes qui présentent ces psychoses, alors que bah, quand on fait de l'hypnose, par exemple, on n'est pas censé prendre en charge ce type d'accompagner parce que voilà, ça demande un cadre un petit peu plus spécifique. Tu m'as dit que tu avais travaillé effectivement sur ces pathologies. Comment ça se passe en magnétisme? Est-ce que tu as de bons résultats? Alors, pour moi, tous les gens sont bienvenus. Voilà, chez moi, il y a vraiment aucune limite. Alors, il y a quand même une limite, c'est ma sécurité personnelle, et la deuxième limite, c'est quand même qu'ils payent les séances. Alors, à moins qu'on s'arrange. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas d'argent, là, j'ai créé une association pour ce genre de choses, hein. Mais les deux points importants, c'est qu'effectivement, tant que ça ne met pas en danger ma sécurité et la sécurité de la personne. Voilà, et puis l'aspect économique évidemment global, moi je prends tout le monde. Alors maintenant, j'allais dire, on peut avoir une maladie, entre guillemets, une maladie ou une particularité psychique et être comme tout le monde par rapport à un besoin d'angoisse, etc., etc. Alors disons qu'après, des gens par exemple qui ont des psychoses un petit peu lourdes comme effectivement une paranoïa, alors déjà, le premier point, c'est qu'ils doivent absolument continuer à être suivis par leur psychiatre. Et j'allais dire beaucoup aujourd'hui de pathologies. Par exemple, la bipolarité, c'est la même chose. Aujourd'hui, peuvent avoir une forte aide par les aspects médicamenteux. Et en aucun cas, ce que je fais ne remplace les médicaments. Je ne suis pas médecin, je ne fais pas de diagnostic. Voilà, ça c'est un point important de souligner. Deuxième point, des fois il y a des adaptations à faire. Par exemple, des gens qui sont un petit peu plus fragiles, on va faire des séances plus courtes. Et puis à chaque fois, j'allais dire, c'est j'allais dire le patient ou le client plutôt qui va décider ce qui est bon pour lui. C'est-à-dire qu'à un moment, si la séance devient un peu lourde, ben, on fait une pause, on l'arrête, on la reprend plus tard. Donc ça, c'est vraiment important. Là où les avancées sont les plus importantes, par exemple, c'est effectivement sur la bipolarité. Moi, je trouve que, alors justement, le travail entre le magnétiseur et le psychanalyste ne va pas être le même, hein. C'est-à-dire que moi, en tant que magnétiseur, je vais beaucoup enlever les choses qui ne servent pas, les mauvaises énergies. Alors, comme me disait l'amie que je suis allé voir ce matin, après elle me dit, bah oui, c'est important aussi quand on offre quelque chose de remplacer. Donc, effectivement, après, on va remplacer de manière symbolique par l'amour inconditionnel de l'univers. Et ça fait beaucoup de bien à tout le monde et ça peut régler pas mal de choses. Maintenant, c'est pas parce que on a, par exemple, quelque chose qu'on va traiter comme une pathologie, par exemple la schizophrénie, qu'on est quelqu'un de moins bien. Au contraire, moi j'ai par exemple remarqué que les gens qui étaient schizophrènes étaient des gens extrêmement spirituels. Donc souvent on va se faire du souci pour telle ou telle personne parce qu'elle sort de la norme. Mais en fait, la personne est juste normale. Simplement, elle est un petit peu différente. Une personne qui va être paraître un peu bizarre parce qu'elle est schizophrène à Paris, elle sera en haut du mont Athos, elle serait juste considérée comme quelqu'un de très sage et de très à sa place. Donc, il ne faut pas non plus qu'on ait des jugements trop hâtifs sur des particularités. Voilà, moi je préfère employer d'ailleurs le terme de particularité plutôt que de maladie. Concernant toujours la schizophrénie, par exemple, j'ai une cliente qui entend des voix, mais en fait les médiums, il y en a beaucoup qui entendent des voix, ils le gèrent, hein. Donc la question c'est juste est-ce que vous gérez ça ou pas? Et après, donc on a fait une séance ou deux, j'avais dit bah normalement vous devez venir me voir à telle date, et puis en fait on s'est rappelé, puis elle avait absolument pas besoin. Pourquoi? Parce qu'elle avait bien compris la portée du symbolique, la portée, et en fait du coup il s'était organisé dans sa vie. Je lui ai dit, mais la petite voix, elle est toujours là? Elle me dit, oui, mais maintenant, je l'écoute moins. Et à partir de là, ben, c'était gagné. Comme A Beautiful Mind, hein, un film vraiment à voir où finalement Russell Crowe joue l'histoire vraie d'un schizophrène qui finalement arrive pour continuer les maths qui lui sont très chères à vivre avec cette schizophrénie sans forcément prendre de médicaments. Il a été prix Nobel en plus, cet homme-là. Et c'est vrai que c'est une histoire qui est assez touchante. Donc, Ou- comme quoi, quand on veut, on peut aussi, en apprenant à se connaître vraiment de l'intérieur, on va dire, on peut quand même vivre des choses assez incroyables en guérison, quoi.
Oui, c'est un film juste incroyable et tu as raison de rappeler ce film, Nancy, parce qu'en fait, beaucoup de nos génies, des grands penseurs de notre époque sont des fois un petit peu à la limite entre justement la psychose, etc. Donc il n'y a pas beaucoup d'écart et des fois il faut pas grand-chose pour faire basculer les gens du bon côté, hein, c'est-à-dire qu'ils oublient leur part d'ombre et de difficultés et justement qui permettent d'utiliser ça pour éclairer les autres. Et par exemple, alors je ne vais pas citer de nom, mais actuellement il y a beaucoup d'humoristes, par exemple, qui, euh, qui lèvent le voile sur une bipolarité, une Autisme? schizophrénie. Ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, et je trouve ça très bien. C'est très bien qu'on en parle. Et effectivement, c'est des gens qui justement, parce qu'ils ont ce petit côté inhibé, ils vont faire rire les autres, et ils le savent, ils le jouent. Et puis aussi, c'est peut-être aussi parce qu'ils avaient cette faiblesse-là qu'ils sont allés voir la lumière des salles de spectacle. Et tout le monde les adore, juste ça. Et c'est des gens qui nous font énormément de bien. Et ce qui est vrai pour les artistes est vrai également pour les scientifiques. Ouais, il faut cultiver sa différence et finalement utiliser nos points forts comme nos points faibles pour bah, se réaliser totalement. Et c'est vrai que pour ça, bah, l'idée est d'être aussi accompagné, ça aide. Et d'ailleurs, tu as envie, toi, aujourd'hui, particulièrement de parler des 7 péchés capitaux. Voilà, tu as fait un lien entre les 7 péchés capitaux et ce qu'on doit travailler en psychothérapie et qui finalement, bah, en travaillant ça en psychothérapie, va contribuer à avoir une meilleure énergie au quotidien. On commence tout de suite par le premier, la colère, bien sûr. Il y a des gens qui sont en colère tout le temps, ils savent même pas pourquoi. La colère est pas loin de la tristesse, généralement. Hein. Des fois, soit on est très triste, soit on va être très en colère, et des fois on va être très en colère, puis on va pleurer. Donc du coup, il y a quand même qu'un pas entre les deux. Alors la colère, tu dirais, donc bon, là on rentre clairement dans les émotions. Comment est-ce qu'on peut la traiter? Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce premier péché capital? Oui, les péchés capitaux, c'est vraiment très intéressant parce que ils sont là pour nous culpabiliser. Et en fait, ils sont juste là quand on les regarde sur le papier avec un peu de recul pour nous alerter sur des points sur lesquels on peut être en fragilité. Effectivement, la colère est très intéressante parce que quand on est en colère, souvent, c'est une émotion qu'on va peut-être pas très bien gérer. Voilà. Donc la colère, je trouve que c'est intéressant parce que effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent en psychothérapie parce qu'ils gèrent mal leurs émotions. Et effectivement, en psychothérapie et aussi en magnétisme ou avec d'autres techniques, ben, c'est quelque chose qu'on peut gérer mieux. Et par exemple, on n'a absolument pas de raison de se lâcher sur les autres ou de leur faire payer des choses sur lesquelles on s'en veut qu'à nous. Et donc là, le praticien en psychothérapie peut apporter une aide, effectivement, pour mieux gérer cette émotion, dont par exemple la colère, effectivement. Et maintenant, on va parler de l'avarice. Alors toi, tu lis l'avarice à des problèmes de compulsion et de TOC. Oui, alors c'est un autre, j'allais dire, symptôme pour lequel les gens peuvent venir consulter. C'est effectivement quand on a, par exemple, on amasse des choses. Voilà, on amasse des choses, ou quand on regarde 10 fois avant de partir chez soi, que la porte soit bien fermée, ou qu'on se passe son temps à se toucher les cheveux, par exemple, ou ce genre de choses. Donc tout ça, c'est des compulsions. Donc après, effectivement, l'avare est très souvent tourné en dérision. Mais en fait, l'avare, des fois, ben, on peut être aussi avare sur d'autres points ou montrer ces compulsions qu'on a de d'autres manières. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut nous amener aussi chez un praticien, parce que c'est des choses dont on peut sortir. Hein. Donc, alors, j'allais dire, il n'y a pas de problème à aimer l'argent, à garder un peu l'argent. Par contre, le problème, c'est quand ça nous bouffe toute notre vie et qu'il nous reste plus que ça. Donc là, filez, consultez, et vous verrez, vous serez beaucoup plus heureux, tout simplement. Ok, donc pour toi, l'avarice crée des compulsions, mais comme quoi? Bah, c'est une compulsion, voilà. En fait, le problème, c'est pas d'avoir d'argent, mais c'est quand vraiment l'argent est au centre de ta vie et que ça devient uniquement le but. Alors après, alors maintenant, quand on n'a pas d'argent, évidemment, là, on est sur un besoin vital et c'est normal de se soucier. Donc, ça peut être tout à fait logique sans avoir de problème d'avarice hein, quand on n'en a pas. Mais après, on va plutôt parler des gens qui ont beaucoup d'argent et qui veulent encore plus. C'est vrai que moi, j'en ai croisé un certain nombre.
Et que ça devient maladif, c'est-à-dire qu'on va pas laisser de pourboire, on va ramasser même le pourboire que quelqu'un aura laissé à notre place, on va garder ces vieux sacs usés pour les réutiliser, on va jamais rien donner, on va garder les mêmes vêtements qu'on va user jusqu'à la corde. Alors, il peut y avoir des bons côtés, ça peut être des bons côtés, mais le problème, c'est l'extrémisme. Donc, quand ça devient extrême et que ça bouffe notre vie et que ça nous coupe des relations avec les autres et que ça devient un poison, là, vraiment, il faut faire quelque chose et effectivement, on est sur quelque chose qui est vraiment un trouble obsessionnel du comportement, et pour lequel il y a des solutions. C'est quoi les solutions alors contre ça, justement, quand finalement la personne elle est plus concentrée sur l'appât du gain et de garder un maximum d'argent que sur les vraies valeurs fondamentales de la vie qui sont aussi parfois liées au partage. Comment tu fais pour traiter ça? Alors, euh, alors déjà, malheureusement, c'est vrai que les gens vont pas forcément venir sur ce problème d'avarice. Ils vont plus venir effectivement quand ils ont l'impression de tout oublier, quand ils ferment les fenêtres, etc. C'est vrai que voilà, l'avarice, il y a beaucoup de gens qui se considèrent que c'est normal, mais effectivement, la thérapie de la parole va nous aider en descendant. Voilà pourquoi il y a eu ce manque dans l'histoire de la personne. Alors après, généralement, quand on a une fêlure comme ça, elle vient de très profond, de très ancien. Donc on va recreuser en faisant parler la personne, redescendre, redescendre, redescendre dans l'histoire de la personne. Et puis, par exemple, ça peut être une histoire de, alors je dis pas, je dis ça par exemple, et tiens, la personne a vécu la guerre, elle a été très privée pendant la guerre, elle a eu des grosses situations de mise en danger, peut-être qu'elle a été privée d'amour, et du coup, elle va compenser, hein, c'est un mécanisme de compensation par l'accumulation de choses. Voilà. Alors après, l'idée, toujours, c'est de faire passer de l'inconscient à la conscience les problématiques. Alors moi, c'est vrai que là-dessus, si les gens sont d'accord, on peut des fois utiliser un petit peu, j'allais dire, la magie du pendule pour essayer d'aller un peu plus vite dans les résolutions, en donnant par exemple des dates ou ce genre de choses. Mais quelque part, le processus est exactement le même, quoi. Voilà, cette thérapie de la parole va permettre à la personne aussi de prendre du recul par rapport à ses comportements. C'est-à-dire que face à son meilleur ami qui est le psy, à qui il va pouvoir expliquer le pourquoi, du comment, il va se dire, tiens, mais il y a peut-être d'autres solutions possibles. Et du coup, si j'adopte ces autres solutions, je vais basculer sur une autre vie. Les gens vont voir ma personnalité de manière différente, de manière plus agréable, et ça va être mieux pour tout le monde. Donc voilà, j'ai plus l'attitude du petit enfant qui veut absolument tous les chocolats, toutes les billes de la récré, hein, une tirelire pleine. Et non, je vais faire autre chose de cet argent, par exemple, et je vais sublimer autrement. Je vais trouver peut-être des choses qui vont me permettre d'être plus intégré dans la société que de me rassurer en amassant, en amassant, en amassant des choses. Et maintenant, bah, justement, on parle du petit enfant, on passe au troisième péché capital. Là, c'est l'envie. Alors, l'envie, ça peut créer beaucoup de choses. De la jalousie, sentiment d'infériorité. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent découler aussi de ce péché-là. Alors là, du coup, tu serais plutôt dans quel domaine de travail, on va dire? Alors oui, l'envie, c'est vraiment quelque chose qui nous mine beaucoup. Alors l'envie, la jalousie, quoi. Après, il y a différentes nuances. Et effectivement, c'est toujours quelque part des moments où on est en fragilité. Donc comprendre d'où viennent ces fragilités, comprendre que aussi on est souvent des fois bien gâté, quand on peut être super bien gâté, avoir soi-même une grande forme, une grande beauté, une grande intelligence, et puis se dire oh mais qu'est-ce qu'elle est belle, elle, qu'est-ce que tu es belle Nancy, ah t'es trop belle, et puis je vais pas te le dire, mais par contre je vais te tendre le pied pour que tu tombes dans les escaliers quoi. Hein, Ah bah, et j'ai eu donc ça, ça moi, une c'est fois, un truc incroyable. Alors, Jacques Martel m'a dit d'arrêter de dire incroyable, donc je dois m'y mettre. Mais c'est vrai que je n'y ai pas cru. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu deux anciennes collègues, donc comme quoi la méchanceté existe. Moi qui ne crois pas que l'homme est méchant, c'est tout mon problème d'ailleurs. En fait, elles ne le savaient pas, mais j'étais dans la boucle de messages qu'elles s'écrivaient entre elles. Acte manqué incroyable, à nouveau incroyable.
Et en fait, je travaillais à l'époque sur M6 et on était un duo de deux filles. Et elles ont écrit, bah, on aimerait bien qu'il y en ait une des deux qui se casse la jambe. Oh, Et j'ai écrit dans la boucle. Alors, je me suis pas cassé la jambe, mais mon fils a eu un accident. Donc, ah, ma des fois, pauvre. et du coup, après, j'ai perdu mon boulot. Donc, des fois, l'envie, le mauvais œil, hein, on peut aussi en parler, peut vraiment créer des choses autour d'une personne. Donc, c'est super important de se protéger énergétiquement, de faire une bulle de protection, de créer ça, et de se protéger nous-mêmes de nos propres bah, idées noires parce qu'elles peuvent être nuisibles pour l'autre. Donc, la bulle de protection qu'on utilise en hypnose est géniale, hein. C'est vraiment créer une bulle autour de soi et bah, se dire qu'aucune énergie négative n'entre dans la bulle et l'énergie négative que j'ai en moi sort de la bulle. Et faire ça régulièrement, notamment quand on est dans les transports en commun, quand on est avec des gens et tout ça, c'est super bien énergétiquement parlant. Et ça permet de se protéger parce que bah, quand j'ai reçu ce message-là, moi je l'ai pris, ça m'a blessée et je l'ai laissé entrer dans ma vie indirectement. Oui, et là tu soulèves une question très importante, c'est la part de l'inconscient. On ne sait pas ce qu'on est en fait. On croit qu'on est juste un peu de matière et tout, mais non, on a plusieurs enveloppes autour de nous. Voilà, ce matin, donc avec mon ami, on disait qu'on avait 3, 7, mais même 13. Voilà, on a beaucoup, beaucoup d'enveloppes et c'est de la communication qu'on échange de manière inconsciente entre nous. Et effectivement, cette communication, bah, on peut y avoir accès bah, par la parole, par les actes manqués, par les bulles de protection, comme tu dis, en sophrologie, avec le pendule, et puis voilà, avec la psychothérapie. Et donc par rapport à ça, donc il y a des petites méthodes toutes simples. Donc on a parlé de la psychothérapie, mais effectivement tu faisais référence à Jacques Martel et avec les fameux bonhommes allumettes, donc qui est une méthode trop géniale dont on aura l'occasion de reparler. Le mois prochain, Et un rendez-vous avec Jacques Martel et Lucie Bernier. Ils vont nous parler de leur grand dictionnaire des maladies, nouvelle version. Je l'ai juste là. ah, c'est trop chouette, j'adore Jacques et j'adore. Bah Lucie, je la connais pas encore, mais ah c'est trop bien, Nancy, ça va être un grand Et moment, on va effectivement. parler effectivement des mots, hein, du côté psychosomatique, du côté aussi guérisseur des mots, de par la compréhension des mots. On va aussi parler des bonhommes allumettes, qui est une méthode que tu utilises beaucoup parce que par exemple, là, sur l'envie, on peut carrément créer des bonhommes allumettes, je pense, avec les sept péchés capitaux, hein. Ça pourrait, je pense que c'est une méthode que tu pourrais d'ailleurs utiliser parmi plein de choses quand tu es en séance. Oui, et puis malheureusement, on provoque l'envie contre nous-mêmes. Hier, par exemple, j'avais un client, on a trouvé comme ça des failles énergétiques. Alors pour le coup, c'était en magnétisme et pas du tout en psychothérapie. Et je lui ai fait faire les bonhommes allumettes avec des personnes qui ne connaissaient même pas, voilà. Et en fait, ce qu'on est dans la réalité, ce qu'on n'est pas dans la réalité, de toute façon, le magnétisme rejoint la psychanalyse. Ce qui compte, c'est qu'on travaille sur le symbolisme et que la personne aille mieux à la fin de la séance. Encore mieux qu'au début de la séance, voilà. Parce qu'en fait, finalement, si on réfléchit bien, quand on est heureux pour les autres, l'envie n'existe pas, l'avarice n'existe pas, on devient généreux parce qu'on est confiant dans la vie. On reprend le premier péché capital, on est forcément en joie. Donc la colère n'existe pas. On est donc généreux, on est content pour l'autre. Et maintenant, on va parler d'orgueil, puisque c'est le quatrième péché capital qu'on doit aborder maintenant. Est-ce qu'on peut devenir orgueilleux quand on est heureux? Est-ce que ça peut faire partie du péché capital du bonheur, justement? Alors, il faut quand même accepter ces parts d'ombre parce qu'elles sont là pour nous faire progresser aussi. Alors, à condition On qu'elles, est tous finalement un peu les deux. On peut être très généreux, très oui, radin, on peut être très dans l'amour et puis très dans la haine. On peut très vite passer de l'un à l'autre. Celui qui dit oui, les lumières, peut-être le Dalai Lama et encore. Enfin, je veux dire, ça fait juste partie de la vie, le soleil et la nuit. exactement. En fait, d'ailleurs, quelque part, alors juste pour revenir à l'orgueil, donc l'orgueil, on va appeler ça le narcissisme en psychanalyse. Et après, dans le langage courant, ça peut donner lieu au pervers narcissique, ce qui est un peu une tautologie quand on parle en psychanalyse. Voilà. Donc effectivement, les gens narcissiques, on les tous, voilà, tous plus ou moins. Et après, la frontière, c'est bah, quand ça devient pathologique.
venez consulter. Alors généralement, les narcissiques ne viennent jamais consulter un psychanalyste parce qu'ils se sentent supérieurs au psy et que peut leur apporter quelqu'un qui est supérieur, ils savent déjà tout, etc. Donc c'est absolument pas nécessaire. Alors après, voilà, la frontière, c'est toujours est-ce que je suis intégré dans la société ou pas? Est-ce que je suis effectivement heureux, bien avec moi? Alors déjà, même le bonheur, il y a beaucoup de gens qui disent ah ben non, on n'est pas là pour être heureux, etc., etc. En fait, on est juste des gens vivants, donc on passe par des états différents. Alors j'ai un copain qui lui faisait de l'hypnose, il me dit qu'on passe d'état d'hypnose en état d'hypnose, mais pourquoi pas quand même avoir beaucoup d'états d'hypnose on est bien, juste bien. Parce qu'on est avec des gens sympas, on est dans des lieux sympas, ou après, même si on est au fond d'une prison, on a un univers mental qui est suffisant pour nous permettre d'avoir du recul et de supporter ces moments. Donc, d'ailleurs, on l'a vu aussi, par exemple, en psychanalyse, quand il y a eu des études de fait, plus exactement, sur, par exemple, les gens qui ont subi des conflits. Et il s'avère que les gens qui ont été blessés dans des conflits, par exemple, au moment de la guerre du Vietnam, sont revenus plus en forme intellectuellement que ceux qui n'avaient rien eu. Et ceux qui n'avaient rien eu, finalement, ils revenaient avec beaucoup de culpabilité. Et du coup, ils n'étaient pas trop en forme. Tandis que celui qui était blessé, alors plus ou moins blessé, mais en tout cas, d'un point de vue psy, ça allait. Voilà, donc tout ça pour voir que suivant les événements, il faut relativiser et puis bah oui, on peut avoir des choses difficiles et être heureux et puis les choses, on peut avoir, j'allais dire, une cuillère d'argent dans la bouche et être extrêmement malheureux. Donc à nous peut-être que c'est à nous de choisir au fond. Et on passe maintenant au cinquième péché capital. Alors celui-ci, il est assez parlant, effectivement. Si on lit gourmandise, un problème dans notre vie de tous les jours, on peut là tout de suite faire un lien avec effectivement les addictions en tout genre, les problèmes d'anorexie, de boulimie qui sont ici plus graves, mais aussi les addictions, le besoin de fumer, le besoin d'aller manger plus qu'il n'en faut des fois sans être forcément boulimique ou anorexique, les problèmes de poids, etc., etc. Alors ça, comment toi, tu l'abordes? Avec de la psychothérapie ou finalement avec le pendule? Est-ce que ça marche avec le pendule d'ailleurs? Alors, les compulsions, et notamment les compulsions alimentaires, sont quand même des choses assez compliquées. Donc, on ne peut pas les aborder à la légère. Alors, ça ne veut pas dire que quand on travaille avec le pendule, on aborde les choses à la légère, hein. Alors, et puis, encore une fois, on n'est pas des médecins. Donc, déjà, euh, voilà, quand par exemple quelqu'un est anorexique, la case médicale, malheureusement, quand c'est très grave et on ne peut pas l'éviter, quoi. Il faut passer par là. Il y a des médicaments, voilà, il y a un suivi avec un psychiatre qui est important ou un ensemble de professionnels. Donc, le psychopraticien va être juste un élément en plus et le magnétiseur également. Voilà. Donc, mais après, effectivement, face à ce type de situation, on peut envisager des méthodes un peu alternatives, donc, alors qui fonctionnent un peu toujours pareil. Donc, la parole, c'est creuser pour voir quelque part où vient la faille, où vient ce besoin de se remplir, de compenser, d'avoir quelque chose tout le temps à la bouche, un chewing-gum, une cigarette, l'alcool, voilà. Fixation orale, hein, comme on dit en psycho. Fixation orale, voilà. Donc c'est vraiment la première phase où l'enfant il a du mal à se décoller du sein de la mère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une société où, j'allais dire, malheureusement, c'est même pas malheureusement, mais c'est comme ça, quoi. En fait, on nous prône le sucré, le tout de suite, le zéro frustration, et ça nous conduit à être peut-être plus sensible à ces fixations orales, ces fixations donc sur lesquelles on va compenser par la nourriture, que peut-être les générations avant où ils ont été eux très privés de tout. Donc après, ils pouvaient encore se passer, hein, ils pouvaient Ils supporter étaient d'être sans obligés. chauffage. Ils Ouais, mais étaient obligés. là, on revient à la psychogénéalogie et ce qu'on porte dans notre ADN. Justement, souvent, les générations précédentes ont vécu la guerre, elles ont été obligées de se priver, et du coup, derrière, indirectement, les générations d'après ont beaucoup plus mangé, ont fait des réserves parce qu'inconsciemment, voilà, on pouvait manquer à un moment donné dans la vie. Tu vois? Oui, oui.
Et oui, oui, tu as tout à fait raison. Voilà. Et alors après, mais c'est vrai que l'aspect connexion à l'inconscient est très important. Après aussi pour pouvoir effectivement expliquer, donc faire monter de l'inconscient à la conscience la raison. Donc là, ça peut être effectivement l'analyse des rêves, ça peut être aussi l'analyse de la parole. Tiens, vous avez dit ça ici, donc peut-être que c'est en rapport avec cette fameuse fixation orale. Après, effectivement, pourquoi pas le pendule? Moi, effectivement, une fois, j'ai un client, je lui ai dit, bah tiens, votre problème, c'est telle date. Il m'a dit, ah bah cette date, effectivement, quand j'avais 20 ans, j'ai perdu mon ami, et à partir de là, je me suis mis pas mal à boire. Et donc ça arrive. Et après, alors est-ce qu'il faut expliquer ça? Est-ce que c'est du hasard? En fait, on s'en moque. Ce qui compte, c'est que la personne, elle a un peu réduit l'alcool, ou peut-être même complètement, après son passage. Voilà, la question c'est ça. Donc c'est vraiment la prise de conscience qui crée la guérison, hein. Oui, la prise de conscience. Oui, 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 tout à fait. En tout cas, quand la prise de conscience est faite, le chemin est déjà bien avancé. Ouais, tout à fait. On est plus victime du problème, on est acteur du problème et tout d'un coup des solutions arrivent et les choses se remettent en place naturellement. Alors on continue avec le sixième péché capital, la paresse, la fameuse procrastination qu'ont beaucoup, notamment les hauts potentiels par exemple. Et là, ça peut poser des problèmes puisque ça peut, enfin, la personne ne va pas être au maximum de ses capacités, donc pourrait vivre un certain mal-être, se sentir pas bien de procrastiner. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Alors, je pense qu'il faut déjà déculpabiliser les gens, hein. Et ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est péchés capitaux. Ça a beaucoup été utilisé pour culpabiliser les gens. T'es pas bien, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Et c'est vrai que ça correspond à une période où peut-être la société avait besoin de ça, mais on avait besoin de maîtres de conscience qui dirigeaient pour nous, qui pensaient pour nous. Et ça, on est maintenant, on a beaucoup plus de mal à le supporter. Alors juste, ce qu'il faut savoir, c'est que le gars un peu feignant, finalement, c'est quand il procrastine, souvent, effectivement, c'est quelqu'un de très intelligent et qui va aller beaucoup plus vite. Donc déjà, il y a quand même une première chose, c'est de déculpabiliser les gens. Hein, alors pourquoi il y a cette culpabilité liée à ça? Est-ce que c'est réel ou pas? Et puis après, il y a aussi des moments. Alors par exemple, au moment d'adolescence, les adolescents ont des périodes comme ça où ils sont pas encore bien coordonnés. Ils aiment bien être plutôt le soir, donc ils traînent le matin, etc., etc. Ça veut pas dire qu'ils sont feignants. Ça veut dire que le rythme n'est pas très adapté. Après, pour beaucoup de gens, c'est aussi ce même phénomène. C'est-à-dire qu'après, euh, alors ça peut vraiment devenir pathologique, hein, comme l'autre qui arrivait, qui était devenu phobique et administrative, hein, ministre, et puis qui gérait pas ses impôts, etc. Donc là, effectivement, c'est vraiment important de creuser le pourquoi. Mais aussi, ça peut être aussi la recherche de solutions différentes. C'est-à-dire qu'après, on peut être un peu fainéant, mais tout simplement parce que c'est temps qu'on change de boulot, c'est temps qu'on change d'organisation, c'est temps qu'on change de maison, c'est temps qu'on change peut-être des fois aussi de conjoint ou d'environnement ou d'amis. Tant qu'on n'a pas fait ça, c'est vrai qu'on va mettre du temps pour faire telle ou telle chose qui nous est demandée par notre employeur, par exemple. Bah oui, mais c'est un job qui nous plaît pas. Donc plutôt que de se faire engueuler ou de faire les choses à contre-cœur, il y a un moment, il faut arriver à basculer sur une autre approche, c'est-à-dire arriver à être mieux en adéquation avec ce qu'on cherche. Et là, d'ailleurs, c'est pas simplement le psychopraticien ou le psychanalyste qui vont agir, mais effectivement, on peut faire appel à un coach, on peut faire appel à de la PNL, on peut faire appel à de l'hypnose. On peut faire appel à d'autres choses, pourquoi pas du chamanisme. Alors, c'est vrai qu'on va avoir aussi une approche médicamenteuse. Alors ça, moi je dis, bah non, avant de passer sur du médicament, voilà. Alors, il y a des fois quand même des choses à creuser, hein. Il peut y avoir un petit manque de vitamines, voilà, mais donc il y a plein une réflexion globale, alors qui peut quand même être des fois, si c'est vraiment très très lourd, évidemment avec des médecins, hein, ils sont là pour nous aider. Ça peut être aussi de la médecine douce, mais ça peut être aussi des gens un peu plus éloignés, comme par exemple un conseiller France Travail. Voilà. Et on termine maintenant avec le dernier péché capital, la luxure. Là, tu compares carrément la luxure à de la perversion. Oui, non, mais la luxure, ça peut être effectivement la fornication à outrance et le sexe, quoi, en fait, qui est juste une compulsion. Donc là, on va revenir à ce qu'on a vu au niveau de la compulsion. Après, effectivement, euh,
on va pouvoir aussi, en fait, avoir une approche liée à une perversion, donc la perversion au sens psychanalytique du terme, hein, c'est-à-dire en fait un problème au moment du développement de l'enfant dans son parcours classique. Et du coup, il va remplacer par exemple un passage à l'action sexuelle par du fétichisme. Voilà. Donc, alors voilà. Donc, alors encore une fois, tout dépend le niveau que ça prend dans la place de la vie de la personne. Si c'est juste quelque chose un peu, un truc un peu drôle entre adultes consentants, il y a vraiment aucun souci, évidemment, hein. Et d'ailleurs, ça peut être des fois assez rigolo. Après, la question, c'est si ça devient un truc qui empêche, par exemple, toute relation avec le sexe opposé, parce que personne ne supporte que monsieur, il arrive, je sais pas, avec toujours un collant enfilé sur la tête, même si n'importe quoi. Bah, effectivement, là, c'est important de travailler avec un psychanalyste, un psychopraticien, voilà, ou d'autres professionnels de santé, pour revenir un peu dans une zone socialement acceptable et qui permettent juste d'avoir une vie plus agréable. Voilà. Et après, malheureusement, il y a des gens qui sont dangereux, donc on ne peut que protéger la société. Et alors après, on va essayer aussi de s'occuper d'eux, mais c'est pas une tâche super agréable, même s'il faut effectivement bien arriver à trouver des solutions. Et donc, pour terminer, le péché capital de la luxure, eh bien, on espère finalement que certaines personnes se rendent compte que c'est un problème et qu'elles consultent. Mais oui, mais sans être obligé par une décision de justice, évidemment. Voilà, c'est ça. Bon, bah, c'était des liens qui étaient assez sympathiques, assez ludiques. On se retrouve évidemment le mois prochain pour une interview cette fois-ci avec plusieurs invités, donc une émission consacrée à nos mots psychosomatiques, ce que disent nos mots de nos problématiques et comment les résoudre via la prise de conscience, donc avec Jacques Martel et Lucie Bernier. On termine, Nicolas, bah, sur la partie consultation maintenant. Du coup, eh ben, comment nous convaincre de consulter quelqu'un qui ferait magnétisme, énergie, psychothérapie? Qu'est-ce que tu proposes, toi, Nicolas? Le lien est bien sûr en bio, hein, si vous voulez consulter Nicolas, pour qu'on aille mieux de manière assez rapide. Moi, je dirais juste, laissez-vous surprendre et puis venez voir. Alors que vous ayez fait de la psychothérapie ou pas, que vous ayez déjà testé le magnétisme ou pas, faites une petite séance. On peut toujours s'améliorer. Et puis après, ça peut être une séance ou plusieurs, mais il n'y a pas de. Moi, je pousse pas à la consommation, quoi. Les gens viennent tels qu'ils sont et puis on essaye aussi de passer un bon moment. Voilà. Quoi qu'il en soit, tester déjà une séance avec Nicolas, c'est pas mal pour l'énergie. On commence par l'énergie, puis pourquoi pas continuer si vous êtes convaincu. Merci Nicolas, Merci beaucoup, Nancy. Merci, merci. et puis à très très vite sur cette chaîne. On reste connecté. Ciao. À très vite. Au revoir.